On nous dit souvent que la confiance en soi vient de l'intérieur, que c'est un travail sur soi, une décision, un état d'esprit. Pendant longtemps, ma confiance en moi n'existait que quand quelqu'un d'autre me le confirmait. Un manager qui me félicite, un client qui me redemande, un coach qui me dit que j'ai raison. Et le jour où ce regard extérieur disparaissait, ou pire, se retournait contre moi, la confiance en moi disparaissait avec lui. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse de caractère. En creusant, j'ai compris que c'était ce que les biais cognitifs font à notre confiance en soi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, à partir de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris depuis. Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment étrange? Réussir quelque chose objectivement, recevoir des retours positifs et quand même ne pas y croire vraiment. Comme si la preuve ne suffisait pas. Comme si votre cerveau trouvait toujours un moyen de relativiser, de minimiser, de trouver une autre explication que votre propre valeur. Moi, oui, pendant longtemps. Et ce n'est qu'en analysant ces mécanismes, d'abord sur moi, ensuite dans la littérature, que j'ai compris ce qui se passait vraiment. Ce n'était pas un problème de confiance en moi à proprement parler. C'était un problème de biais cognitif qui m'empêchait de construire cette confiance à partir de mon propre regard. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment avoir confiance en vous. Je vais vous raconter ce que j'ai compris de ce mécanisme de l'intérieur et par le travail, ce qui a marché pour moi et peut-être quelque chose résonnera pour vous. Au sommaire de cet épisode, nous allons voir comment nos biais cognitifs sabotent notre confiance en nous, les 3 mécanismes principaux. Qu'est-ce que la dépendance au regard des autres et comment elle se construit et pourquoi elle est fragile? Et finalement, parvenir au passage de l'autonomie, ce qui change quand on cesse d'avoir besoin que quelqu'un d'autre confirme ce qu'on vaut. Alors, dans notre première partie, je vais vous expliquer comment nos biais cognitifs sabotent notre confiance en nous. Commençons par une question simple. Pourquoi est-il si difficile de se faire confiance? Pas de façon ponctuelle, comme avant une présentation ou avant un entretien, mais de façon durable, structurelle. Pourquoi est-ce que la confiance en soi reste si fragile, même chez des gens qui réussissent objectivement? La réponse n'est pas dans le caractère, elle est dans le cerveau. 3 biais cognitifs travaillent en permanence contre notre confiance en nous. Et leur force, c'est qu'ils sont invisibles. Ils ne se présentent pas comme des biais, ils se présentent comme la réalité. Premier mécanisme, le biais de négativité. Notre cerveau accorde naturellement plus de poids aux expériences négatives qu'aux positives. Une critique fait beaucoup plus de dégâts qu'un compliment n'en répare. Un échec s'imprime bien plus profondément qu'une réussite. Dans le monde professionnel, ça se traduit très concrètement. Vous faites une présentation, 90% se passe bien, et il y a un moment de flottement, une question à laquelle vous répondez moins bien. Ce soir-là, c'est ce moment que vous vous rejouez, pas les 90% restants. J'en parle dans un épisode précédent, celui du biais de négativité. Mais ce que je n'avais pas encore dit, c'est l'effet cumulatif de ce biais dans le temps. Ce n'est pas juste un filtre sur une situation, c'est une archive déformée de votre histoire. Votre cerveau a stocké préférentiellement les preuves de vos insuffisances et minimisé les preuves de votre valeur. Et c'est cette archive déformée qui devient la base sur laquelle vous évaluez votre confiance en vous. Deuxième mécanisme tout aussi important, le biais d'attribution interne. Quand quelque chose se passe mal, on s'en attribue la responsabilité. Quand quelque chose se passe bien, on cherche une autre explication. Le contexte, la chance, le timing, les autres. C'est l'exact inverse de ce que l'on devrait faire pour protéger sa confiance en soi. J'ai vécu ça de façon très nette dans mes expériences professionnelles. J'ai connu un environnement objectivement hostile, une personne qui m'appelait à 5h30 du matin pour m'ensevelir d'insultes, une hiérarchie qui niait ma valeur quotidiennement. Et malgré tout, une partie de moi cherchait ce que j'avais fait pour provoquer ça, ce que j'aurais dû faire différemment, comme si le problème venait nécessairement de moi.
C'est ce que le biais d'attribution interne produit dans des environnements toxiques. Il vous fait porter la responsabilité d'un contexte qui vous dépasse. Et chaque fois que vous portez cette responsabilité, vous entamez un peu plus votre confiance en vous. Troisième mécanisme très important également, le biais de confirmation appliqué à soi-même. Une fois qu'une image de soi est installée, même partiellement, même inconsciemment, le cerveau cherche les preuves qui la confirment et ignore les preuves qui la contredisent. Si vous avez intégré l'idée que vous n'êtes pas vraiment à la hauteur, votre cerveau va sélectionner dans votre quotidien tout ce qui confirme cette conviction. Il va minimiser les succès, amplifier les difficultés, interpréter les silences comme des désapprobations. Et le plus pervers dans tout ça, les preuves objectives ne suffisent pas à contrecarrer ce mécanisme. Vous pouvez réussir objectivement et ne pas y croire, parce que votre cerveau a déjà décidé de la conclusion et qu'il lit les faits, au travers de ce filtre. Ces trois biais ne travaillent pas séparément, ils se renforcent mutuellement. Le biais de négativité fournit la matière première, les mauvais souvenirs. Le biais d'attribution interne en tire une conclusion, c'est de ma faute, et le biais de confirmation verrouille le système et sélectionne tout ce qui confirme cette conclusion. Le résultat, c'est une image de soi qui résiste à la réalité, qui résiste aux preuves, qui résiste même au succès. Et c'est là que quelque chose d'autre entre en jeu, quelque chose que ces biais fabriquent presque mécaniquement. La dépendance au regard des autres. Alors qu'est-ce que la dépendance au regard extérieur? Quand on ne peut plus se faire confiance à partir de son propre regard parce que les biais ont déformé l'archive, parce que les succès ne comptent pas et parce que les difficultés sont toujours de notre faute, on délègue. On délègue à l'extérieur la tâche d'évaluer ce qu'on vaut. Ce n'est pas une décision consciente, encore une fois, ce n'est pas une faiblesse assumée, c'est un mécanisme de compensation qui s'installe progressivement et silencieusement, et qui finit par devenir le seul système de mesure qu'on connaisse. Un manager qui félicite et la confiance monte. Un client qui redemande, la confiance monte. Un environnement qui reconnaît la valeur du travail, la confiance tient. Et puis l'environnement change, on se retourne. J'ai déjà vécu ça de manière brutale dans une de mes expériences. Et j'arrivais avec un bilan professionnel solide. Des expériences précédentes qui avaient marché dans des projets complexes menés à bien, une capacité à synthétiser et à vaincre que j'avais construite au fil des années. Objectivement, j'avais des raisons de me faire confiance. Mais dès les premières semaines, une personne a décidé que je n'avais pas ma place dans cet endroit, que mon approche systémique, cette façon de regarder les problèmes dans leur globalité, de proposer des solutions transversales était une menace, pas un atout. Et il l'a dit, violemment, répétitivement. Et ce qui s'est passé en moi à ce moment-là m'a profondément dérangée quand j'y ai repensé ensuite. Parce que malgré tout ce que je savais de moi, malgré les preuves accumulées, une partie de moi a commencé à douter. Pas de lui, de moi. À me demander si c'était mon approche le problème, si j'avais mal lu la situation, si j'aurais dû faire autrement. C'est exactement ce que produit la dépendance au regard extérieur. Quand ce regard devient hostile, il n'invalide pas seulement la situation, il invalide la personne. Et le biais d'attribution interne fait le reste. Il transforme l'hostilité du contexte en preuve personnelle. Ce qui m'a sorti de là, ce n'est pas une prise de conscience soudaine, c'est un coaching, imposé par la hiérarchie en réponse à cette situation, soit dit en passant, comme souvent quand on est victime de harcèlement, on vous propose un coaching plutôt que de régler le problème à la source. Mais ce coaching a fait quelque chose d'inattendu. Pour la première fois, quelqu'un a mis des mots sur ce que je percevais sans pouvoir le nommer. Cette approche systémique qu'on me reprochait, elle avait un nom. Elle avait une valeur documentée, elle était une force et pas un défaut. Ce n'est pas le coach qui m'a donné confiance, il a révélé ce qui était déjà là, mais que l'environnement avait rendu inaudible. Et c'est là que je veux m'arrêter un instant. Parce que ce moment exact illustre quelque chose d'important sur la dépendance au regard extérieur. Cette dépendance n'est pas toujours négative. Parfois, le regard extérieur, juste, celui qui nomme, qui reconnaît, qui valide, ce qu'on s'autorise à croire, c'est exactement ce dont on a besoin. Le problème n'est pas le regard extérieur en soi, c'est quand il devient la seule source, quand sans lui, la confiance ne tient plus. Parce qu'alors, vous êtes à la merci de chaque environnement que vous traversez. Dans un contexte bienveillant, la confiance existe. Dans un contexte hostile, elle s'effondre.
Non pas parce que vous avez changé, mais parce que le miroir a changé. Et c'est une position profondément fragile. La vraie question n'est donc pas comment trouver des regards extérieurs positifs, la vraie question est à quel moment peut-on commencer à se passer de cette validation? À quel moment la confiance devient-elle suffisamment ancrée en soi pour résister à un environnement qui la nie? Alors, dans cette troisième partie, je vais vous parler de mon passage à l'autonomie. Je vais vous dire quelque chose qui m'a pris du temps à formuler. Le passage à l'autonomie, c'est quoi? C'est le moment où la confiance en soi cesse d'être conditionnelle au regard des autres. C'est le moment où elle ne ressemble plus à ce qu'on imagine. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas un matin où on se lève différemment. Ce n'est pas le résultat d'un travail sur soi mené ou bien conclu. C'est une accumulation silencieuse, parfois douloureuse, et souvent on ne la voit qu'en regardant en arrière. Quand je suis sortie de ma dernière expérience professionnelle dans un grand groupe, j'aurais dû, selon beaucoup autour de moi, chercher un autre poste, retrouver un environnement structuré, une hiérarchie, un cadre. C'est ce que mon entourage attendait, c'est ce que la logique de parcours suggérait. Et je n'ai pas fait ça. J'ai créé Sogamo Conseil, j'ai lancé ce podcast, j'ai construit ce site internet sans filet, sans validation préalable, sans que personne autour de moi n'y croie vraiment. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé quand j'y réfléchi, c'est que je n'ai pas attendu d'avoir confiance en moi pour le faire. Je l'ai fait et la confiance a suivi. Ce n'est pas de la témérité, ce n'est pas de l'inconscience, c'est quelque chose de plus précis que ça. C'est que quelque chose avait changé dans mon rapport aux preuves. Pendant des années, les preuves de ma valeur ne me suffisaient pas, parce que les biais les filtraient, les minimisaient, les réattribuaient. Le regard extérieur compensait ce que mon propre regard ne pouvait pas faire. Mais au fil du temps, et du coaching qui m'a été proposé, à un moment charnière, j'avais commencé à constituer une archive différente. Pas une archive de succès, une archive de traversée. Des situations objectivement difficiles, des environnements hostiles, des moments où tout le monde pensait que je n'y arriverais pas, mais que j'avais traversé. Ce n'est pas j'ai réussi, c'est j'ai tenu et j'ai appris. Et cette archive-là, les biais ont beaucoup plus de mal à la déformer. Parce qu'elle ne repose pas sur des jugements, les miens ou ceux des autres, elle repose sur des faits bruts, ce que j'ai fait, ce que j'ai traversé, ce que j'ai construit malgré ça. C'est ça, je crois, le passage à l'autonomie. Ce n'est pas l'absence de doute, ce n'est pas la certitude permanente, c'est la capacité à tenir debout même quand le regard extérieur n'est pas là ou quand il est hostile. Parce qu'on a une archive interne suffisamment solide pour ne pas avoir besoin qu'il confirme ce qu'on sait déjà. Les biais ne disparaissent pas. Le biais de négativité est toujours là. Le biais d'attribution interne aussi, le biais de confirmation aussi. Mais ils ont moins de prise parce que l'archive sur laquelle ils travaillent a changé. Je ne vais pas vous dire que j'ai résolu la question de la confiance en moi. Ce serait faux. Et ce serait exactement le type de promesse que je ne veux pas vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai compris. Que la confiance en soi n'est pas un état, mais une construction lente, non linéaire, souvent invisible dans le moment où elle se fait. Que les biais cognitifs ne sont pas des ennemis à vaincre, ils font partie du fonctionnement normal du cerveau. Mais les connaître, les nommer et comprendre comment ils déforment notre regard sur nous-mêmes, c'est déjà changer quelque chose. Et que la dépendance au regard extérieur n'est pas une faiblesse, c'est une étape, parfois nécessaire, parfois salvatrice, mais pas une destination. Et merci d'avoir écouté cet épisode des Biais dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.